Pascal Drot, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Amérique latine, chercheur associé de l'Institut Choiseul. Alors, ces 3 destroyers américains déployés au large des côtes vénézuéliennes étaient une première étape. Ce dispositif américain, qu'est-il en train d'annoncer comme type d'actions américaines? Il démontre clairement que les États-Unis ont déclaré la guerre au narcotrafic en Amérique latine. C'est une priorité qui a été fixée en fait depuis le début du mandat de Donald Trump, mais en ciblant particulièrement le Venezuela. Marco Rubio, le secrétaire d'État, lors de son audition devant le Sénat en janvier dernier, avait déjà affirmé que le Venezuela était au cœur d'une toile d'araignée qui profitait au narcotrafic dans la région. Ça veut dire quoi, la région? Ça veut dire que le Venezuela, en effet, accueille, mais ça depuis des années, ce n'est pas nouveau, des groupes rebelles, notamment colombiens, liés au narcotrafic, que la région des Caraïbes, et comment ne pas penser à Haïti, où la capitale, les ports sont aux mains de gangs, la région des Caraïbes est aujourd'hui une base arrière et une base de transit pour le narcotrafic, autant vers les États-Unis que vers l'Europe. Et c'est vrai que le Venezuela, c'est véritablement l'épine dans le pied des États-Unis dans la région. Le Venezuela, depuis 1999, c'est un pays 900 000 km², 30 millions d'habitants, qui a les plus grosses réserves de pétrole au monde, en fait, mais un pétrole difficilement exploitable, hein, c'est des sables bitumineux, a construit un schéma alternatif anti-Occident qui s'est renforcé tout au long de ces dernières années. Pourquoi ? Parce que Nicolás Maduro se réfugie derrière ce discours idéologique pour mieux justifier le fait qu'il reste au pouvoir malgré des élections qui sont apparues l'année dernière volées. Là, il est confronté à la réalité. Et c'est vrai que ce déploiement américain peut venir renforcer son discours, sa paranoïa, ses accusations, cette forme de complotisme qu'il agite. Il a été extrêmement, évidemment, verbalement très agressif après le déploiement. Il a parlé d'une escalade d'actions hostiles, mais il temporise à présent. Je vous propose de l'écouter. Vous allez nous parler de cette évolution sémantique. Je respecte Donald Trump. Des différends, nous en avons eu et nous en avons encore. Mais aucun de ces différends ne justifie un conflit militaire de grande ampleur. Ce qu'ils disent du Venezuela, ce n'est pas vrai. C'est une impasse dans laquelle ils s'engagent. Et le Venezuela a toujours été disposé à discuter, mais nous exigeons du respect pour notre pays, pour notre peuple. Qu'est-ce qui se passe? C'est la stratégie qui prépare autre chose ou au contraire, effectivement, il ne souhaite pas une confrontation militaire avec les États-Unis? Je crois que Nicolás Maduro se rend compte de la détermination des États-Unis. Ces dernières semaines, la situation s'est en effet tendue. Tout d'abord, Nicolás Maduro a vu sa tête mise à prix. 50 millions. 50 millions pour celle qui permettra son arrestation. Pourquoi son arrestation? Parce que les États-Unis l'accusent, preuve à l'appui, d'être à la tête du cartel des soleils, le cartel de los soles. Il est donc qualifié de narcoterroriste. Exactement. Et c'est d'ailleurs un mot qui a été utilisé, un qualificatif, dès le début du mandat de Donald Trump. Nicolás Maduro est considéré par les États-Unis comme un, entre guillemets, narco-terroriste. Ce qui enlève évidemment toute légitimité politique. D'ailleurs, cette légitimité politique a été remise en question. L'année dernière, il y a eu des élections présidentielles au Venezuela. 3e mandat pour Nicolás Maduro, qui n'a jamais présenté les actes électoraux, qui a assuré le fait de se maintenir au pouvoir. Nous savons que ces élections ont été volées. C'est Edmundo Urrutia qui a gagné les élections, mais en bénéficiant de la structure de l'État, des forces armées, Nicolás Maduro est parvenu à se maintenir. Il procède d'ailleurs en ce moment à une réforme de la Constitution. Sans doute a-t-il en tête le fait de vouloir rester président à vie. Donc, il y a véritablement une détermination. Pourquoi? Parce que depuis la période de la Covid, le narcotrafic en Amérique latine, il a explosé.
Nous parlons de sommes et de quantités énormes. 1500 milliards de dollars issus du trafic de cocaïne depuis 2020. Aujourd'hui, le Venezuela, ce sont 200 tonnes de cocaïne. C'est 40% du marché de la cocaïne produit en Amérique latine qui transite donc par ce pays. Donc il y a véritablement un problème. C'est adapté ce dispositif américain, ce dispositif militaire américain, est-ce qu'il est adapté pour s'attaquer? On comprend qu'il y a un sujet qui est réel, mais ce n'est pas un sujet qui est neuf, c'est un sujet auquel s'attaquent les États-Unis depuis les années 80. On peut d'ailleurs se demander s'il n'y a pas des parallèles à faire entre ce qui avait été mis en place dans les années 80 et ce que fait aujourd'hui Donald Trump. Oui, alors je crois que c'est un dispositif qui est adapté à des frappes. Moi, j'ai le sentiment, je reviens d'Amérique latine, j'ai fait une tournée dans la région, j'ai vu et entendu beaucoup de choses. Moi, je crois que les États-Unis vont frapper, ciblent des groupes, des endroits, des structures liées aux narcos qui sont clairement identifiées. On l'a vu lors de l'attaque de ce bateau dans les eaux territoriales qui a été détruit et avec 11 membres supposés donc narcotrafiquants à bord. Donc je pense qu'il va y avoir des frappes. Mais des frappes sur un territoire, là on était en mer, des frappes sur un territoire, c'est une déclaration de guerre, même si on frappe des narcotrafiquants, c'est une déclaration de guerre. Contre le narcotrafic. Les États-Unis contre un État, en guerre, contre Nicolas Maduro contre et son le pays. narco, Parce que même si ce n'est pas un État légalement, un président légalement élu sur la contestation, oui, on frappe un État. On frappe, en tout cas, dans un territoire, sur des cibles qui représentent un danger immédiat pour la sécurité des États-Unis. Ce que je dis, ce sont les termes officiels utilisés par l'administration américaine. Et ce danger immédiat pour la sécurité et la paix pour les États-Unis, c'est un danger immédiat dans la région latino-américaine. Alors justement, est-ce qu'il va s'arrêter au Venezuela? On peut se demander si la Colombie n'est pas la prochaine étape, même si la Colombie, en théorie, est un pays allié qui travaille avec les États-Unis dans la lutte contre la drogue. Absolument, vous avez raison de parler de la Colombie. Ceci étant, la réalité politique n'est pas la même. Le Venezuela, Nicolas Maduro, depuis des années, a installé donc un régime hostile aux États-Unis. Il est le cœur du dispositif d'un Sud global hostile à la gouvernance internationale née de 1945. Ça, c'est très clair. Les alliances avec l'Iran sont là, elles sont ancrées. Sergueï Lavrov, et donc avec la Russie, est venu depuis 2022 plusieurs fois à Caracas. La Chine, évidemment, est un partenaire important du Venezuela. D'ailleurs, une Chine qui est très présente en Amérique latine. Donc il y a quand même cette réalité-là, ces enjeux géopolitiques avec un Venezuela qui est au cœur d'un dispositif d'hostilité. On le voit dans la rhétorique utilisée par Nicolas Maduro. Mais depuis des années, Nicolas Maduro est au pouvoir depuis 2013. Il en est à son 3e mandat. Donc tout ça, c'est pas nouveau. Simplement, il joue avec le feu. Et à un moment, en effet, où la violence se répand. J'arrive de Colombie. Un candidat présidentiel important a été assassiné. Il avait 39 ans, Miguel Uribe. La semaine dernière, un hélicoptère de la police a été abattu par des drones. C'est-à-dire que l'on a quand même changé de registre. En effet, on peut penser aux années 80, mais nous ne sommes plus dans les années 80. Pablo Escobar, qui a été le chef du cartel de Medellín, qui était l'ennemi mondial numéro 1, apparaît aujourd'hui comme un artisan. Face aux enjeux, face aux pratiques, aux matériels qui sont utilisés et aux répercussions internationales. Quand on parle du cartel de los Soles, donc ce cartel auquel est lié, selon Washington, Nicolas Maduro, encadre le Tren de Aragua, qui est un autre cartel, qui lui est un cartel opérationnel qui coordonne ce narcotrafic régional et intéressant au premier chef, la Colombie, mais également les pays andins. Rappelez-vous, vous aviez d'ailleurs mis l'accent à l'époque des dernières élections en 2023 en Équateur, où celui qui allait être élu président a été assassiné justement par les narcotrafiquants et parce qu'il dénonçait l'emprise des narcos sur les ports du Pacifique. Donc nous sommes dans cet environnement-là. Nicolas Maduro a voulu jouer en effet du désordre international actuel en se rangeant sous le parapluie du Sud global conduit par
la Russie, la Chine. On a vu d'ailleurs ces derniers jours, dans cette bipolarité nouvelle sino-américaine, la force qu'a voulu affirmer la Chine lors du sommet, exactement, lors de, et sino-américain. Il y a aujourd'hui une rivalité avec une alliance, en effet, entre la Chine et la Russie, que nous avons vu ces derniers jours avec le sommet, exactement. Et donc, nous sommes dans cet environnement-là. Donald Trump, en même temps, il sait qu'il a rendez-vous avec les élections, avec le peuple américain dans quelques mois. Nous arrivons déjà en 2026 aux élections de mi-terme. Donc, en même temps, et en arrière-fond, je dirais, parce que ne soyons pas naïfs, il a besoin d'une victoire sur la scène internationale. Et effectivement, d'où ces sujets essentiels qui sont la drogue, qui sont l'immigration, sur lesquels il a besoin de poser des actes forts. Donald Trump a des soutiens en Amérique latine. On reviendra effectivement sur le poids de la Chine, le poids de la Russie, mais il a des soutiens et le Venezuela peut sembler d'ailleurs pris en étau entre des pays alliés des États-Unis. Est-ce qu'il va pouvoir compter sur ces pays alliés? Est-ce que ce sont des pays, par exemple, qui vont autoriser justement ces frappes que vous évoquiez sur du narcotrafic? Oui. Alors oui, les États-Unis ont des soutiens, ont des alliés. Dans la région, je pense notamment à Trinidad et Tobago, qui est un pays qui est juste en face des côtes vénézuéliennes, la région des petites Caraïbes, mais des pays comme le Costa Rica, le Panama, l'Argentine, le Paraguay, le Pérou, l'Équateur soutiennent cette lutte et donc l'initiative américaine, parce qu'il ne faut pas non plus se cacher. Ceux qui ont le dispositif, les matériels, les équipements, la force de projection opérationnelle, ce sont évidemment les États-Unis. Alors vous aviez parfaitement raison de rappeler qu'à ce jour, il y a le déploiement d'une dizaine de bâtiments dans la région des Caraïbes, d'une part. Cela va concerner 4000 hommes. Et vous avez fait allusion aux années 80, où, en effet, les dernières opérations, pour le coup, territoriales, conduites par les États-Unis, avaient eu lieu, 1983, la Grenade, avec l'intervention armée sur le terrain de 6000 hommes, 6000 Marines, pour renverser un régime. On était à l'époque dans la guerre Est-Ouest marxiste, donc considéré comme un danger pour les États-Unis. Et évidemment, l'opération Just Cause, en décembre 1989, qui a conduit au renversement du général Noriega, qui était à la tête du Panama. Pour les mêmes raisons d'ailleurs que Nicolás Maduro. Noriega, qui avait collaboré avec les États-Unis auparavant, était reconnu comme un narco-trafiquant et est tombé à la suite d'une intervention américaine. 24 000 hommes ont quand même engagé. C'était gigantesque. Et à la suite donc de cette opération, il a été renversé. Le Venezuela est une des portes d'entrée de la Chine. On évoquait la Chine sur le continent. C'est toujours Pékin que Trump cherche à atteindre. On l'a entendu hier avec l'Ukraine, avec la réunion de la coalition. C'est vrai qu'il s'est attaqué aussi à la Chine à travers les Européens. Il a toujours cet objectif-là. Oui. Alors certainement, mais bien sûr, mais parce que c'est la réalité. Et en fait, Donald Trump, il y a deux réalités. Le narco est un fait réel qui menace les États. On me parlait la semaine dernière à Bogota pour la première fois, la vulnérabilité des États. Dans cette lutte, les États sont pénétrés depuis quelques années. Donc il y a véritablement ce danger immédiat. Mais l'arrière-fond, et vous avez parfaitement raison, c'est évidemment cette rivalité avec la Chine. L'Amérique latine devient chinoise. Et Donald Trump a mis l'accent... Avec des infrastructures considérables qui s'installent. Et bien sûr, notamment le port de Shanghai. Parce qu'on a beaucoup parlé du Panama au début de l'année. Mais enfin, le point essentiel pour la Chine à ce jour, c'est le port de Shanghai au Pérou. C'est le plus grand port chinois, plus de 5 milliards de dollars d'investissement, inauguré par le président Xi Jinping lors d'un sommet à Lima en 2024,
qui va avoir une telle force d'attraction commerciale. Deux façades maritimes qui vont pouvoir communiquer à présent, bien sûr, et avec des marchés qui vont se développer. Ben, évidemment, et je pense notamment la façade atlantique de l'Amérique latine, le Brésil. Le premier partenaire du Brésil, ce ne sont pas les États-Unis, c'est la Chine, comme pour pléthore de pays de la région. Donc c'est vrai que désormais, avec cette constitution d'un schéma alternatif de ce que nous appelons ici le Sud global, mais en tout cas la volonté d'affirmer une présence à la fois démographique, économique et le fait de peser sur le cours des relations internationales, la Chine est devenue un concurrent aux portes des États-Unis, comme avait pu l'être dans le rapport Est-Ouest, l'URSS, notamment en s'appuyant à l'époque sur Cuba. On entend l'ambition démesurée, malgré tout, puisque vous parliez de ce business de la coca sur le continent. Donc, ambition démesurée de Donald Trump d'éradiquer ce commerce de la drogue. Les pays producteurs qui ont le monopole de la production de la feuille de coca, c'est la Bolivie, la Colombie, le Pérou. On voit à quel point ça va être difficile de les atteindre, même avec des frappes. Est-ce qu'il y a des pays sur le continent qui sont parvenus à éradiquer, à ralentir tout du moins le trafic de drogue? Oui. Il y a des pays, je vais vous en parler, mais la Colombie a été de ces pays-là. Oui. Le plan soutenu par les États-Unis, notamment. Soutenu par les États-Unis. Le plan Colombie de l'ancien président Pastrana de 1998 à 2002 avait vocation à réarmer l'armée, réarmer la police, donner des moyens de renseignement en étant dédié à la lutte contre notamment le narco et évidemment des groupes rebelles à l'époque, les FARC, aujourd'hui des dissidents des FARC. Donc je dirais, il y a tout d'abord une problématique de volonté politique, de tenir dans la durée et évidemment de disposer de moyens. Et donc les États-Unis réussiront ce combat qu'en s'appuyant sur des partenaires qui sont là en Amérique latine. Pascal Drouot, je vous remercie beaucoup pour ces éléments de compréhension qui étaient nécessaires. Il faut regarder dans cette zone géographique ces prochains jours, ces prochaines semaines. Effectivement, on va voir comment tout cela se développe. Merci à vous. On va se quitter avec une image, ce public qui défile depuis le début de la matinée à Milan pour rendre un dernier hommage à Giorgio Armani. Non, attends, non, je pense pas. Si on est à l'intérieur, parce que tout à l'heure on avait les images à l'extérieur, nous sommes à l'intérieur. Évidemment, j'ai choisi volontairement ce terme de défilé pour rendre hommage au couturier qui a marqué la mode contemporaine, mais pas seulement. Il est décédé à l'âge de 91 ans. La chapelle ardente, vous l'avez vu à l'instant, où repose sa dépouille, a ouvert en début de journée et elle ne désemplit pas. Il est 13h26 à Paris. Vous regardez Paris Direct et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite.